Dear. Bonjour à tous. Nous sommes le 21 août 2026 et notre cher ami, l'ambassadeur Chas Freeman, est avec nous. Bon retour parmi nous, monsieur l'ambassadeur. Merci ni ma sword at his head there having tank. Très bien. C'est un plaisir de vous recevoir. Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi de commencer par l'une des dernières nouvelles en provenance d'Israël. Hier, nous avons appris que le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a déclaré qu'Erdogan entraînait la Turquie dans des aventures dangereuses en Syrie. Israël ne permettra à aucune partie de menacer sa sécurité. Il parle essentiellement de la manière dont la Turquie déplace ou achemine de nouvelles armes vers la Syrie. La chaîne 14 en Israël a également rapporté que la Turquie avait envoyé une nouvelle livraison militaire en Syrie, malgré l'avertissement de Netanyahou. Ils ont attaqué cette partie de la Syrie. Ils ont dit qu'il s'y produisait un renforcement militaire dans cette zone. Et selon le reportage de la chaîne 14 en Israël, la Turquie a expédié un nouveau convoi vers la Syrie, comprenant environ 200 véhicules militaires, dont 20 chars. Military vehicles, among them 20 tanks. The actions come despite Netanyahu's warning. Ces actions interviennent malgré l'avertissement de Netanyahou au sujet des mouvements militaires turcs en Syrie. C'est le nouveau type d'événement qui se produit en Syrie. Ce n'est pas nouveau, mais l'escalade, elle, est nouvelle. L'attaque contre les positions turques en Syrie. Ensuite, on a vu que Tom Barak a déclaré hier que son administration était d'une certaine manière préoccupée par ce qui se passe là-bas. Ils doivent réunir toutes les parties pour discuter, mais cela ne semble pas se produire. Et les deux camps, l'administration Trump n'a montré aucune capacité à établir des liens diplomatiques ou, vous savez, à mener des discussions diplomatiques ou peut-être des négociations en coulisses pour faire baisser la tension. Rien de ce genre n'a été rapporté jusqu'à présent. Quelle est votre analyse de la manière dont ces tensions s'intensifient en Syrie? S'apprécie pas du tout. Eh bien, je pense qu'il faut commencer par reconnaître que l'administration Trump a en substance désarmé unilatéralement les États-Unis sur le plan diplomatique. Nous n'avons aucune capacité diplomatique à mettre en œuvre dans cette situation. Tom Barak aspire à jouer un rôle régional, mais il n'a pas eu beaucoup de succès dans ce domaine. C'est un novice en diplomatie. Il semble être un homme tout à fait compétent, mais c'est malgré tout un métier. Donc, je commencerai par là. Mais je pense que concernant la situation en Syrie, ce qui se passe est assez évident. D'abord, l'un des grands accomplissements que Netanyahou revendique après ses nombreuses années au pouvoir en Israël, c'est le désarmement et la mise sous tutelle de la Syrie. En gros, il a laissé la Syrie sans aucun moyen de se défendre. Et même s'il est dirigé par un ex-djihadiste salafiste, Al-Sharaa, le gouvernement syrien cherche désespérément à éviter un affrontement avec Israël. Du point de vue israélien, la Syrie a donc en substance été réduite à une sphère d'influence israélienne. Les Turcs contestent cela. Ils le contestent à travers leur propre influence à Damas, leur rôle dans le soutien à Al-Sharaa et dans son accession au pouvoir. Ils exercent aujourd'hui une influence en Syrie en fournissant du matériel militaire. Cela donnerait à la Syrie une capacité minimale à se défendre contre Israël et permettrait ainsi de défaire la subjugation que les Israéliens ont imposée par leur bombardement massif de la Syrie après la chute du gouvernement Assad. Tout cela est donc évident. Mais il y a un autre élément. Il existe une sorte de bromance entre le président Trump et le président Erdogan. Cela inclut la possible réintégration de la Turquie dans la production du F-35 et même l'acquisition de chasseurs F-35. La Turquie construit bien sûr son propre avion de chasse de 5e génération, le Khan. Mais ce n'est pas facile. Ce sont des systèmes d'armes très complexes. Et Israël fait tout pour empêcher que cela se produise.
Israël a vraiment, en règle générale, toute politique israélienne comporte une forte dimension de guerre de l'information, et je pense que cela en fait partie. Il renforce donc les critiques, l'alarmisme au sujet de la Turquie pour des raisons liées à leur position aux États-Unis, mais aussi à ce qui se passe dans la région. Et comme vous l'avez dit au début, et je tiens à le souligner, les États-Unis n'ont aucune capacité de manœuvre dans cet espace. Regardons les relations entre les États-Unis et Israël. En substance, Israël a rejeté avec défi tout ce que Trump lui a demandé de faire ou de ne pas faire selon le cas. Nous avons assisté au spectacle écœurant du gendre de M. Trump, Jared Kushner, allant rencontrer Netanyahou et lui disant en gros qu'il pouvait poursuivre le génocide à Gaza. Et cela se produit alors qu'Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité, tient des propos glaçants. Nous avons toujours su que c'était un sadique. Aujourd'hui, il se revendique ouvertement comme un meurtrier de masse. Et l'administration Trump n'a montré aucune volonté de freiner Israël dans les faits. Elle en parle, mais elle ne fait rien. Et c'est aussi vrai au Liban, dont M. Barak, l'ambassadeur Barak, se préoccupe surtout en tant qu'Américain d'origine libanaise. C'est également vrai pour la Syrie. Donc, je pense qu'il existe un risque réel d'escalade entre la Turquie et Israël. Il va falloir continuer à surveiller cette situation. Je ne pense pas que quiconque puisse y faire grand-chose. Le pays le mieux placé pour agir est peut-être, en réalité, la Russie. Mais les Russes ont d'autres préoccupations en ce moment et ne semblent pas très actifs non plus. Pensez-vous qu'Israël ferait quelque chose? Je dirais que, vu la manière dont ils attaquent le Liban, la Syrie et Gaza, il n'y a aucune limite à ce qu'ils font. Et cette attaque contre la Syrie, contre des positions turques, si on peut le dire ainsi, ouvrirait un nouveau front pour les États-Unis, qui n'existait pas auparavant. Comment cela serait-il perçu? Comment cela se passerait-il? Pensez-vous que ce serait gérable sur le plan militaire? C'est de cela que je parle. Parce que s'il se passe quelque chose sur le plan militaire, ils doivent répondre. Cela mettrait le gouvernement turc dans une situation où il devrait répondre. Et cela entraînerait une nouvelle escalade de ce qui se passe. Eh bien, exactement. Je veux dire, le risque d'une escalade horizontale dans la région a toujours existé, mais là c'est effectivement très dangereux. Je pense que les Turcs ne veulent pas se battre avec Israël, notamment parce qu'ils veulent préserver leurs relations avec les États-Unis. Et ils savent que le poids politique d'Israël aux États-Unis serait mobilisé contre eux. Je ne pense pas que beaucoup d'Américains mesurent l'importance stratégique de la Turquie. Et je rappelle simplement à tout le monde que contrairement à la Turquie, Israël est un handicap pour les États-Unis. Il nous attire des ennuis et provoque de l'instabilité dans la région. La Turquie est une force de stabilité, mais elle se trouve aussi au centre d'un vaste ensemble d'intérêts américains et autres. On ne peut tout simplement pas mener une politique à l'égard d'Israël, de la Palestine, de la Syrie, du Liban, de l'Irak, de l'Iran, du Caucase, de la mer Noire, de l'Union européenne, de l'OTAN, de la Grèce, de Chypre, des Balkans, de l'Organisation de la coopération islamique, de l'Asie centrale, de l'Afghanistan ou d'ailleurs, de la péninsule arabique, sans au moins l'assentiment de la Turquie, sinon sa coopération. Et les relations turco-américaines ont été, à mon avis, largement négligées par Washington, ce qui est très risqué. Et quand on en arrive à une situation critique comme celle que vous évoquez, c'est Israel Katz, le ministre israélien de la Défense, qui parle de l'inacceptabilité de toute force hostile aux frontières d'Israël. Vous savez, quand j'ai vu ça, ma réaction immédiate a été « quelle frontière ?»
Israël n'a pas de frontières reconnues d'un commun accord. Israël étend ses frontières. Israël devrait-il être surpris que s'il tue et mutile d'autres personnes, elle riposte? J'imagine qu'il est surpris parce que, jusqu'à présent, le seul adversaire efficace qu'il ait rencontré, c'est l'Iran. Vous savez, le Hezbollah au Liban a fait un assez bon travail pour défendre le Liban, mais il ne s'en est pas vraiment pris à Israël de sa propre initiative. Ses actions ont été réactives et défensives. Et maintenant, dans le cas de l'Iran, on observe un changement clair de politique. On passe d'une posture purement défensive à une posture ouverte à l'offensive. Qu'est-ce que cela signifie? Je pense que ça veut dire plusieurs choses. L'une d'elles, c'est que s'il y a une provocation sérieuse de la part des États-Unis, l'Iran pourrait très bien frapper Israël directement. Je pense que l'Iran a réussi de manière assez efficace à convaincre les Arabes du Golfe qu'à long terme, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des bases américaines sur leur territoire, que ces bases sont une invitation à l'attaque plutôt qu'une protection contre elles. Et bien sûr, nous avons maintenant cette situation avec l'Iran. Il semble que l'Iran frappe parfois des navires qui tentent d'échapper à son contrôle du détroit d'Ormuz. On parle à Téhéran, semble-t-il, d'une escalade contre la présence de blocus de la marine américaine, avec l'idée de frapper réellement les navires. Or, l'Iran s'est montré assez prudent sur ce point. Il a fait des gestes menaçants, mais il n'a pas réellement frappé un porte-avions ou un grand navire d'escorte. Nous sommes donc confrontés à la possibilité d'une escalade désormais. Pas seulement dans le golfe Persique, contre l'Iran et dans le détroit d'Ormuz. Nous assistons aussi à une escalade au Yémen, ou du moins à la réapparition de la piraterie somalienne comme menace supplémentaire pour le transit par le détroit de Bab el-Mandeb. Et vous avez tout à fait raison de souligner le danger que représentent les tensions croissantes entre la Turquie et Israël. Le tableau n'est donc pas réjouissant. Il l'est rarement, mais là c'est particulièrement grave. Enfin, je note que le secrétaire au Trésor, M. Bessant, propose de violer le droit international en imposant des sanctions secondaires à des alliés des États-Unis et à d'autres pays. Et cela à un moment où le dollar est assez fragile. Le marché obligataire montre des signes de nervosité qui n'étaient pas apparus auparavant. Et je pense que l'effort de M. Bessant pour mettre en œuvre la guerre économique totale proposée par Donald Trump contre l'Iran risque fort d'essuyer un refus de la part des alliés américains d'isoler les États-Unis, de nuire à leur crédibilité financière et de provoquer un retour de bâton, plutôt que de susciter un soutien à la politique sur l'Iran. Donc je pense que tout cela est très risqué. Et je vais m'arrêter là. Si l'on regarde les politiques menées à Washington vis-à-vis du conflit en Asie occidentale avec l'Iran, avant les annonces de Donald Trump, hier et avant-hier, selon lesquelles ils vont faire le maximum sur le plan économique et financier pour exercer une pression énorme sur l'Iran. Avant cela, nous avons eu un message de Marjorie Taylor Greene au sujet de Donald Trump et de son administration. Il parle d'utiliser des armes nucléaires contre l'Iran. Et elle a dit dans ce tweet, « Je ne spécule pas, je sais que cela se produit. » Cela signifie qu'elle dispose d'informations directes de quelqu'un sur place qui l'informe, ou qu'elle obtient ces informations de première main d'une manière ou d'une autre. Quelle est votre lecture du conflit? Voyez-vous la possibilité d'une guerre nucléaire ou d'une attaque contre l'Iran avec des armes nucléaires? Eh bien, je l'espère sincèrement, mais on ne peut pas l'exclure. Il y a deux facteurs à l'œuvre ici. D'abord, l'érosion progressive de ce qu'on appelle l'aversion au nucléaire. Autrement dit, on reconnaît que l'usage des armes nucléaires
et, bien sûr, les États-Unis restent le seul pays à les avoir utilisées contre une population civile, fait l'objet d'efforts pour en minimiser l'importance. Des gens disent, après tout, les bombardements incendiaires de Tokyo ont fait bien plus de morts qu'Hiroshima et Nagasaki. C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas le sujet. Il s'agissait d'armes nucléaires relativement peu puissantes, mises au point au début. Les armes nucléaires d'aujourd'hui sont infiniment plus destructrices. Alors, quelle serait la cible en Iran? Vous savez, on pourrait plaider en faveur d'un ciblage nucléaire d'une installation nucléaire profondément enfouie, au motif que la seule façon de détruire cette installation serait de mener une frappe nucléaire. Mais si vous faites cela, vous franchissez une barrière, celle de l'usage des armes nucléaires comme outil ordinaire de guerre. Et cela ouvre la boîte de Pandore. Et bien sûr, certains avancent qu'en réalité, l'Iran a produit une arme nucléaire. J'en doute. Si vous attaquiez l'Iran avec des armes nucléaires et qu'il possédait effectivement une arme nucléaire, vous pouvez être sûr qu'il riposterait. Et donc, je pense que l'autre élément ici, au-delà de l'érosion du tabou nucléaire et de la tendance actuelle au sein de l'armée, à parler, je pense très imprudemment, d'un usage tactique d'armes nucléaires à faible puissance, c'est déplorable. Ils ont en fait mis au point des systèmes qui permettent de réduire ou d'augmenter la puissance explosive d'un missile lancé depuis un sous-marin. Quoi qu'il en soit, l'autre facteur ici, c'est la folie de Donald Trump. Il est clairement mentalement instable et il a fait preuve d'un jugement épouvantablement mauvais en matière militaire. Et il a déclenché cette guerre qui détruit sa présidence et menace l'économie mondiale, qui a causé d'énormes dégâts en Iran. Des dégâts importants aux États protégés par les États-Unis dans le Golfe Persique, de gros dégâts à Israël, bien plus qu'ils ne l'ont admis, avec la perspective de nouveaux dégâts. Son jugement est mauvais, et c'est très clair. Alors pourrait-il décider d'utiliser des armes nucléaires? Je ne pense pas qu'on puisse l'exclure. Et s'il prend une telle décision, la question suivante est-ce que l'armée américaine lui obéira? Car ce serait un acte d'une telle folie avec des conséquences stratégiques à très long terme. Entre autres, cela inviterait une attaque nucléaire contre les États-Unis. Et je veux simplement terminer en soulignant que la politique américaine à l'égard de la Corée du Nord a abouti à une puissance nucléaire disposant probablement de 60 ogives capables de frapper les États-Unis, la Corée du Sud ou le Japon. Et cette menace n'existait pas avant la diplomatie inepte d'une série d'administrations américaines, à commencer par l'administration Clinton, dont je faisais partie, qui n'ont tout simplement pas compris la question coréenne, ni les précédents dialogues avec les Nord-Coréens sous l'administration de George W. Bush. Il y a donc de quoi s'inquiéter. Et notons aussi qu'Israël est une puissance nucléaire, et qu'il a un bilan de sauvagerie et d'indifférence face au massacre de masse, qui est parfaitement documenté, et qui, en fait, se manifeste en ce moment même. Quand vous avez dit qu'Israël ne mettait aucune limite à son comportement, vous n'avez pas mentionné la Cisjordanie. Et il existe un programme de pogrom à grande échelle, soutenu par les forces de défense israéliennes, pour chasser les Palestiniens de leurs maisons, couper les couloirs de communication entre les enclaves qui ont été laissées aux Palestiniens, et au fond, accomplir l'objectif du sionisme, qui est d'expulser de Palestine tous ceux qui ne sont pas juifs. Donc vous savez, ce n'est pas un bon moment. Il y a beaucoup d'irrationalité en ce moment. Et je ne pense pas qu'on puisse exclure l'utilisation d'armes nucléaires. Et d'ailleurs, Marjorie Taylor Greene n'est pas la seule à entendre cela. Larry Johnson l'entend aussi, et d'autres personnes ayant des liens avec le Pentagone en sont conscientes.
Et je ne sais pas si vous recevez les deux Larry plus tard aujourd'hui, mais je suis sûr qu'ils auront quelque chose à dire à ce sujet. L'idée de faire pression sur l'Iran et de le contraindre par des pressions économiques et financières, ce n'est pas nouveau. L'administration Trump a fait la même chose lors de son premier mandat en 2018, en se retirant du JCPOA et en exerçant une pression énorme sur les Iraniens. À l'époque, les Européens ont décidé de ne pas participer au jeu, mais ils sont restés en retrait et n'ont rien fait pour s'opposer à cette politique. Et en 2026, qu'est-ce qui a changé? Par exemple, hier, nous avons appris que la Chine avait déclaré que la menace du président Donald Trump de lancer une guerre économique contre l'Iran et ses partenaires commerciaux ne fonctionnerait pas. Ils ont dit qu'ils n'allaient pas en faire partie, qu'ils n'allaient ni participer ni coopérer avec Donald Trump. Nous savons qu'il en va de même pour la Russie. C'est une nouvelle atmosphère, et le monde entier change depuis 2018, lorsque Donald Trump a lancé cette guerre économique contre l'Iran. Comment évaluez-vous leurs capacités? À Washington, surestiment-ils leurs capacités ou pensent-ils pouvoir mettre les Iraniens à genoux? Eh bien, l'Iran subit ce genre de pression économique depuis les tout débuts de la République islamique, il y a 47 ans. Ce n'est donc pas nouveau. L'Iran sait comment y faire face. Les pays même que vous avez mentionnés, la Russie et la Chine, l'ont clairement dit après le soi-disant rétablissement des sanctions. Comment appelait-on ça déjà? Le snapback. Les sanctions de rétablissement automatique, oui. Ils ont très clairement fait savoir qu'ils ne considéraient pas cela comme une décision légale et qu'ils ne coopéreraient pas. Je pense que bien sûr, la situation a beaucoup changé depuis 2018. La réputation des États-Unis à l'international a subi de sérieux revers. Donald Trump n'est pas respecté à l'international. Il est considéré comme un peu ridicule et comme quelqu'un de dangereux. Le rôle du dollar a diminué dans les réserves et dans le règlement des échanges, pas de manière décisive, mais de façon significative. Et bien sûr, évidemment, la Russie et la Chine ne vont pas accepter cette tentative de les sanctionner, si c'est bien ce qui est fait. Je pense que les Chinois annuleraient probablement la visite de Xi Jinping à Washington, si cela arrivait. Mais on ne peut pas en être sûr. Les Chinois sont très, très maîtres d'eux-mêmes, et ils défendent leurs propres intérêts. Ils n'aiment pas danser au rythme des États-Unis, ni de qui que ce soit d'autre. Mais au-delà de ça, c'est un moment où les alliés des États-Unis pourraient rompre avec eux. Vous avez dit, vous savez, que les alliés avaient essentiellement essayé de se tenir à l'écart de la politique américaine, sans pour autant s'y opposer. Je pense qu'ils pourraient désormais s'y opposer, parce que ça ne sert absolument à rien. Il est très peu probable que ça marche. C'est l'avis des agences de renseignement aux États-Unis et ailleurs. L'Iran résistera, il bénéficiera du soutien de nombreux pays, pas seulement de l'Iran. La Russie et la Chine. Et nous faisons cela dans un contexte où les États-Unis mettent en place un blocus qui soutient en réalité le propre blocus de l'Iran sur le détroit d'Ormuz. Les États-Unis aident donc l'Iran à couper l'approvisionnement mondial en pétrole. Et le temps presse. Les réserves de pétrole stockées diminuent rapidement. On parle d'abord de pénurie de diesel, puis de carburant aviation. Et bien sûr, le prix de l'essence risque d'augmenter, avec d'énormes effets secondaires. L'inflation, l'inquiétude des consommateurs, l'opposition politique, et davantage de remise en question sur la folie absolue de cette guerre qu'Israël a, pour l'essentiel, persuadé les États-Unis de lancer contre l'Iran. Alors, qu'est-ce que tout cela? C'est une partie de roulette russe à laquelle jouent les États-Unis.
a game of Russian roulette being played by the United States. There may be a gun in the chamber, a bullet in the chamber. Il pourrait y avoir une balle dans la chambre quand vous appuierez sur la gâchette la semaine prochaine, j'imagine, d'après Scott Bessent. Et vous savez, cela pourrait être suicidaire pour les États-Unis, compte tenu de notre rôle de puissance hégémonique financière, qui est la clé de tous les autres aspects de l'hégémonie. Une dernière réflexion. Autrement dit, c'est vraiment un acte de désespoir, parce que cela reflète la reconnaissance qu'il n'existe aucune option militaire ayant la moindre chance d'aboutir à autre chose qu'à des ripostes iraniennes contre Israël et d'autres pays. Il n'y a donc plus d'option militaire. La flotte qui mène le blocus est en lambeaux, épuisée. Bien sûr, l'Abraham Lincoln vient tout juste d'être retiré. Le George Washington est arrivé. Mais en route, l'un des destroyers d'escorte a perdu toute puissance pendant 4 jours. L'usure des navires américains et de leurs équipages commence à peser lourd. Et l'affirmation du soi-disant secrétaire à la guerre, M. Hegseth, selon laquelle les États-Unis peuvent maintenir ce blocus indéfiniment, est absolument fausse. Ce n'est pas vrai, et cela n'a aucune crédibilité à Téhéran. Alors, où en sommes-nous? Nous sommes dans une situation où les deux camps cherchent à s'infliger un maximum de dommages économiques et donc politiques. La question c'est, qui tiendra le plus longtemps? Et la réponse, c'est que l'Iran a toutes les cartes en main, parce qu'il y a des élections de mi-mandat. Aux États-Unis, l'opposition à cette guerre monte. Et aux États-Unis, on entend des propos délirants sur des sujets comme les armes nucléaires. La guerre économique qui est envisagée risque fort de causer davantage de dommages à la position américaine qu'à la position iranienne, pour les raisons que j'ai évoquées. Et Donald Trump est coincé. L'Iran a des options, mais les États-Unis n'en ont pas vraiment. L'Iran, par exemple, a des options militaires. Et s'il est effectivement à l'offensive, alors que la stratégie politique de la Maison-Blanche consiste à éviter que la question iranienne fasse les gros titres, l'Iran est capable de lancer 1 ou 2 frappes et de remettre l'Iran à la une, au détriment de la Maison-Blanche. Donc si c'est un bras de fer, je ne pense pas que les États-Unis puissent l'emporter. Et je le dis avec une certaine douleur, parce qu'il est tellement absurde que nous, Américains, nous nous soyons mis dans cette situation. Mais c'est ce que nous avons fait. Voyez-vous Donald Trump poursuivre ce conflit? J'imagine qu'il va continuer avec les mêmes politiques qu'il avait déjà en 2018, 2019 et 2020, jusqu'au dernier moment où il a quitté ses fonctions à Washington. Est-ce que ce sera le cas? Parce que le détroit d'Ormuz est d'une certaine manière tellement important sur le plan stratégique que Donald Trump ne veut pas accepter ce qui s'est passé jusqu'ici. Remanié, la réalité de ce qui s'est passé jusqu'ici. Il veut transmettre cela à la prochaine administration, quelle qu'elle soit peut-être. Mais il n'accepte pas la défaite, vous savez, ou la défaite stratégique dans le détroit d'Ormuz. Je parle du contrôle iranien de ce détroit, ce qui n'était pas le cas avant le début de la guerre. Exact. Je crois que c'est Mark Twain qui a fait remarquer que le déni n'est pas seulement un fleuve en Égypte. Le déni, c'est la réponse typique de Trump face aux réalités qui lui déplaisent. Il ne s'y adapte pas. Il nie qu'elles existent. Ensuite, il invente un récit pour démontrer qu'elles n'ont aucune importance. Donc il a eu toutes sortes de conversations et de négociations avec des amis imaginaires à Téhéran. Vous savez, les enfants ont des amis imaginaires, n'est-ce pas? Mais normalement, quand on grandit, on n'en a plus. Lui, il a des amis imaginaires partout, y compris des gens qui seraient prêts à lui parler. Eh bien, vous savez, il vient d'affirmer qu'il était en contact avec Kim Jong-un, en Corée du Nord. La sœur de Kim Jong-un a dit non, ça n'est pas arrivé. Kim Jong-un's sister said, no, that hasn't happened. And
Et franchement, elle a aujourd'hui plus de crédibilité que Donald Trump, ce qui est triste à dire. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Ces vieilles ficelles habituelles, vous savez, ça n'est pas arrivé. Ça n'arrivera pas. Ça va bientôt changer. Je peux faire baisser les prix du pétrole en parlant et gagner beaucoup d'argent avec ça. Et vous savez, toutes ces choses-là, c'est fini. Ça marche plus. Donc je pense pas, vous savez, qu'il soit... Et je dirais que si les élections de mi-mandat se déroulent comme je pense qu'elles vont se dérouler, il sera destitué pour de multiples raisons. Pas seulement pour ça, mais pour corruption massive, mépris de la Constitution, actes illégaux. Vous savez, c'est un mégalomane et il s'est comporté en conséquence. Il a lui-même dit qu'il n'avait aucune limite à son comportement, à part sa propre moralité, qui apparemment est inexistante. Alors va-t-il changer? Il n'a pas changé depuis 4-20 ans. Il est resté le même. À 4-20 ans, il a toujours des amis imaginaires. Donc je pense pas qu'il va changer. Je pense que c'est une épreuve pour le système américain. Le système américain n'a pas réussi à contenir cet homme. Et maintenant, échouera-t-il aussi à empêcher qu'une attaque nucléaire contre l'Iran soit envisagée? Échouera-t-il à empêcher des mesures du Trésor qui mettent gravement en péril le dollar et plus généralement la position des États-Unis sur la scène internationale? Le pays va-t-il arrêter ça? Le Congrès fera-t-il ce qu'il est censé faire, lui qui représente le peuple? Eh bien, on ne sait pas. Je veux dire, c'est un triste moment dans l'histoire américaine. Que pensez-vous de la manière dont il s'en prend aux Sud-Coréens? Il y a quelque chose de profondément étrange dans l'administration Trump. Cela est apparu d'abord avec l'attaque contre Oman. Il a dit « Je vais attaquer Oman. Je vais détruire le pays ». Ce pays a été pacifique envers toutes les parties de cette région. Les Iraniens, les Américains, toutes les parties. Ils ont joué, vous savez, leur rôle dans le JCPOA, un rôle important pour rapprocher les États-Unis et l'Iran. Le JCPOA a été négocié, facilité par le gouvernement omanais. Et dans ce nouveau conflit, vous le voyez parler ainsi d'Oman à 2 reprises. Il a dit « Je vais bombarder Oman ». Et si l'on rapproche cela de ce qu'il a dit sur la Corée du Sud, qu'est-ce que c'est au juste? A-t-il la moindre stratégie? A-t-il même une quelconque stratégie à court terme? Non, je pense que le problème fondamental, c'est qu'il exige la loyauté au-dessus de tout, mais qu'il n'en témoigne aucune. Il n'apporte aucun soutien fiable à ceux qui le soutiennent. Ils lui sont indifférents. Regardez sa réaction face aux marins qui souffraient à bord de l'Abraham Lincoln. Vous savez, il n'a pratiquement exprimé aucune compassion, aucune sympathie à leur égard. Il a dit qu'il devrait être déployé plus longtemps. Aucune reconnaissance, aucune empathie, aucune compréhension des sentiments des autres. Dans le cas d'Oman, vous avez tout à fait raison. Oman a été un acteur diplomatique exemplaire qui a apporté de grands bénéfices aux États-Unis à de nombreuses reprises. C'est là qu'a eu lieu le JCPOA, le plan d'action global commun. Une négociation difficile, vous savez, longue, avec l'Iran, facilitée par les Omanais, a abouti à un accord plutôt bon que Donald Trump a détruit. Je pense qu'il regrette probablement de l'avoir fait, s'il est sérieux. Menacer Oman de bombardement, c'est donc un acte de dépit. Ce n'est pas sérieux. C'est un geste puéril, la menace d'un homme qui ne se contrôle pas et qui refuse d'accepter la réalité. Je pense que le cas de la Corée est un peu différent. Il a, je crois, fait un effort légitime. Ce n'était pas un effort efficace, c'était maladroit, et cela a été saboté par certains de ses propres collaborateurs. Il a essayé de tendre la main à Pyongyang. Et au fond, je pense que, vous savez, il vaut généralement mieux parler aux gens que ne pas leur parler. Parfois, ne pas leur parler est une forme de négociation. Mais de manière générale, il vaut mieux leur parler. Évidemment, si vous parlez aux gens, vous devez savoir ce que vous allez leur dire.
Et il ne le fait vraiment pas. Il invente au fur et à mesure. Son ouverture initiale envers Kim Jong-un, aussi spectaculaire fut-elle, n'a mené nulle part. Et je pense que cette dernière tentative, imaginative, peut-être fictive, de tendre la main à la Corée du Nord est un acte de désespoir pour tenter de tirer une quelconque trace d'héritage du fiasco créé par sa politique étrangère. Je veux dire, voilà un homme qui est arrivé au pouvoir en promettant de ne pas lancer de nouvelles guerres sans fin. Il allait régler la question ukrainienne en 24 heures. 5 ans plus tard, elle se poursuit toujours. La Russie avançant lentement et l'Ukraine intensifiant son action contre la Russie, ce qui entraîne des contre-escalades de la part des Russes. Ce n'est pas un tableau très inspirant. Dans ce contexte, Witkoff et Kushner sont révélés amateurs et inefficaces. Regardez ce qui se passait à Gaza. Nous avons un génocide en cours. Il ne s'est pas arrêté. Donald Trump a imaginé un projet immobilier pour résoudre ça. Enfin, construire une station balnéaire sur des Palestiniens morts. C'est macabre. Il n'a rien fait pour contenir Israël au Liban. Il n'a rien fait pour arrêter le carnage en Cisjordanie. Il peut se plaindre ou s'inquiéter de la rivalité turco-syrienne en Syrie, dont vous avez parlé en ouverture, mais il n'a rien fait à ce sujet. Il s'est laissé séduire par les arguments de Netanyahou et de David Barnea, le chef du Mossad, sur l'Iran, et il a attaqué l'Iran, avec des effets désastreux sur la posture militaire américaine, en général et à l'échelle mondiale, avec une perte immense de crédibilité pour l'armée américaine, et une menace persistante pour le bien-être des États-Unis. Et bien sûr, créer une atmosphère de guerre, alimenter l'État guerrier, a considérablement érodé les libertés civiles et la démocratie des Américains. Ce n'est donc pas un bilan dont il puisse être fier en quittant ses fonctions. Alors, il se tourne vers la Corée du Nord. Il se dit, au moins, peut-être que je peux ressusciter cette réussite diplomatique. Mais les Nord-Coréens ne semblent pas intéressés. Enfin, ils ont déjà fait l'expérience de cet homme, et ils estiment qu'il n'est pas, comme disent les Français, sérieux. Pas un interlocuteur sérieux. C'est donc l'agitation désordonnée de quelqu'un qui se noie politiquement. Voici ce que le ministre syrien des Affaires étrangères a déclaré il y a quelques instants. La Syrie envisage de rejoindre l'accord de défense commune de la Mecque entre l'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan, mais elle n'a pas encore pris de décision. Je pense que ce serait quelque chose de différent. Je ne sais pas comment cela va changer toute l'atmosphère en Syrie. Ce sera une nouvelle initiative de la part du gouvernement turc. Non, je vois ça dans une perspective historique. Vous savez, j'étais ambassadeur en Arabie saoudite pendant la guerre du Golfe pour libérer le Koweït de l'Irak, de Saddam. Et je me souviens très bien que les Syriens faisaient partie de la coalition saoudienne qui a attaqué l'Irak pour libérer le Koweït. Ils faisaient partie de l'ordre régional envisagé pour l'après-guerre. Cela a été, pour l'essentiel, défait par le lobby israélien aux États-Unis et par les Israéliens, qui ont essentiellement refusé de parvenir à un accord avec la Syrie sur toute une série de questions, notamment la frontière du plateau du Golan, là où elle approche de la mer de Galilée. Enfin, tout cela appartient à l'histoire. Mais la Syrie, vous savez, est un pays très intéressant. Elle est désormais sous contrôle sunnite, salafiste. La Syrie est une société multireligieuse, avec de nombreuses branches du chiisme, les Druzes, les Alaouites, et ainsi de suite, ainsi que des chiites plus conventionnels. Mais elle a une affinité avec la domination sunnite de l'entente Pakistan-Arabie Saoudite-Turquie. Et Israël serait alarmé, très alarmé, si la Syrie venait réellement à rejoindre ce groupe.
C'est donc évidemment une menace du ministre des Affaires étrangères, destinée à répondre aux déclarations d'Israël Katz sur le fait de conserver certaines choses en Syrie, et ainsi de suite. Ces tout derniers jours, on a vu des images du chef des forces armées israéliennes, du Premier ministre, du ministre de la Défense, entre autres, en Syrie. Et le fait que personne ne considère cela comme étrange est en soi étrange. La Syrie est censée être un État indépendant. Israël la traite comme une extension de sa propre souveraineté. Donc oui, j'y vois un avertissement diplomatique à Israël. Si vous poussez trop loin, nous avons des options. Qu'ils aient réellement ces options ou non, c'est une autre question. Mais ce n'est pas du tout une affaire anodine. Voici ce qu'il a déclaré au sujet du ministre syrien des Affaires étrangères. Il a dit qu'Israël cherche à empêcher la Syrie de stabiliser le pays ou de le reconstruire. On lui a aussi demandé si la Syrie accepterait une médiation pakistanaise pour rétablir ses relations avec l'Iran. Le ministre des Affaires étrangères a répondu « Aucune initiative de ce type n'avait été proposée lors de sa visite à Islamabad, tout en laissant ouverte la possibilité de futurs pourparlers. » Au bout du compte, tout le monde dans la région, comme vous et moi en avons déjà discuté, met de côté l'identité religieuse et poursuit ses intérêts nationaux. Et l'intérêt national de la Syrie, c'est de se reconstituer en un État capable de se défendre. Et si elle ne peut pas le faire seule, elle doit le faire avec le soutien d'autres pays. La question de savoir si les Turcs, les Pakistanais et les Saoudiens seraient disposés à y participer est intéressante. Je pense que d'autres Arabes du Golfe qui ont des liens avec la Syrie, des liens historiques avec la Syrie, pourraient bien y voir une évolution importante et utile. Mais nous en sommes encore très loin. Et vous savez, je pense que ça renvoie aussi à la question dont nous avons déjà discuté et à laquelle nous n'avons pas de réponse. Et c'est cela. D'accord, vous avez une entente entre le Pakistan, l'Arabie saoudite et la Turquie, une entente tripartite à laquelle d'autres sont invités ou pourraient être invités à se joindre. Peut-être la Syrie, peut-être l'Irak, peut-être d'autres, qui sait. Mais quelle est la relation de ce groupe avec l'Iran? Il est manifestement destiné à faire plusieurs choses. D'abord, c'est une déclaration selon laquelle ces pays ne dépendent plus des États-Unis. Ils doivent tracer leur propre destin, et ils ont besoin d'autonomie, pas de dépendre d'un protecteur étranger. C'est un succès pour la diplomatie iranienne que l'Iran a ouvertement présenté comme un succès, mais c'est aussi un contrepoids à Israël qui est la source d'instabilité dans la région, qui est expansionniste, qui n'a pas de frontières. Normalement, un État se définit par ses frontières. Israël n'en a pas. Israël se sent en droit de tout prendre, du Nil à l'Euphrate, comme l'indique cet insigne sur l'épaule de certains soldats israéliens, et comme l'indique la carte à la Knesset. Donc bien sûr, Israël engendre une force qui lui fait contrepoids. Mais quelle est la relation entre cette force et l'Iran? Eh bien, vous savez, c'est tout à fait possible. C'est une entente. Ce n'est pas une alliance au sens de l'OTAN. Il n'y a pas de commandement quelque part dans le Golfe Persique qui coordonne les trois armées. Il n'y en aura pas. Mais il existe une relation qui appelle à la concertation. Donc de la même manière que vous avez eu cette consultation quadripartite avec l'Égypte, le Pakistan, l'Arabie saoudite et la Turquie, sur les questions régionales, vous pourriez maintenant avoir une relation de concertation avec Téhéran. En fait, il ne s'agirait pas de faire entrer Téhéran comme membre de cette entente, mais comme partenaire de dialogue, comme coordinateur. Et ça devrait faire très peur aux Israéliens, car ce serait un contrepoids efficace à leur expansionnisme. L'Iran a montré qu'il était capable de malmener Israël, et il peut le refaire. La Turquie en a la capacité, mais elle ne l'a pas démontré. C'est donc un signe des temps.
Les capitales de la région, qu'il s'agisse de Riyad, de Damas ou d'ailleurs, de Tel Aviv ou de Jérusalem, poursuivent tout ce qu'elles considèrent comme leurs intérêts, sans tenir compte des conseils étrangers. C'est une déclaration d'indépendance pour la région, et c'est très important. C'est pourquoi j'emploie l'expression Asie occidentale pour désigner la région et non Moyen-Orient. Parce que Moyen-Orient définit la région par rapport à sa relation avec, dans ce cas, les États-Unis. Le Proche-Orient, lui, définit la région par rapport à l'Europe. Alors aujourd'hui, Asie occidentale est un terme qui définit la région selon ses propres termes, comme une réalité en soi. Et c'est exactement ce qui est en train d'émerger. Et certaines personnes dans la région n'aiment pas ça. Mais tant pis, comme on dit en français. Dommage. C'est en train d'arriver. Monsieur l'ambassadeur, à ce que je comprends, il se passe quelque chose d'important dans la région. Quand on regarde la guerre à Gaza, certains affirment qu'Israël s'empare de la Cisjordanie et détruit Gaza, qu'ils veulent s'emparer de 70%, voire de 100% de Gaza. Mais, à ce que je comprends, ce qui s'est passé jusqu'ici, c'est qu'ils ont unifié tout le monde musulman à cause de ce qui s'est passé à Gaza. Ils les ont unifiés, ils les ont tous rassemblés. Cela ne veut pas dire qu'ils vont devenir, comme vous l'avez dit, des alliés de l'OTAN ou quelque chose de ce genre. Mais Israël les a définis comme deux sources de problèmes, les chiites et les sunnites, ou peut-être l'axe de la résistance et le front sunnite comme ils l'appellent, ou les frères musulmans. C'est ainsi qu'Israël voit le conflit. Je vois des signes en Iran qu'ils parlent d'améliorer leurs relations avec la Syrie. Si la Syrie est disposée à mettre fin à l'occupation de la part de la Syrie. Bien sûr. Et vous savez, comme je l'ai dit, je pense que la question de l'identité religieuse est présente dans les sociétés de la région depuis longtemps. Par exemple, les Saoudiens, en réponse au nationalisme arabe promu par Jamal Abdel Nasser en Égypte, ont proclamé avoir une identité islamique. C'est de là que cela vient. Quand la révolution islamique a eu lieu en Iran, ils ont eu très peur parce qu'ils se sont dit, eh bien, peut-être que cela pourrait arriver en Arabie Saoudite. Je me souviens que lorsque je suis arrivé à Riyad comme ambassadeur en 1989, je suis allé visiter un opéra que le roi Fahd avait fait construire. C'était spectaculaire. Il y avait des ascenseurs capables de faire monter 2 éléphants sur scène pour monter Aïda, l'opéra. Et bien sûr, il était fermé. Pourquoi? Parce que c'était trop en contradiction avec l'islam salafiste. La révolution iranienne a donc eu pour effet de renforcer l'identité religieuse sunnite en Arabie Saoudite. Tout cela a disparu désormais. Je veux dire, l'Arabie Saoudite n'est plus celle où j'ai servi. La ségrégation entre les sexes a reculé. Elle n'a pas complètement disparu, mais elle a reculé. Les droits des femmes ont été reconnus à un degré qui aurait été impensable. La musique, qui était interdite, ne l'est plus. Il y a désormais des concerts arabes. On peut être cynique et dire que Mohammed Ben Salman a donné du pain et des jeux au peuple. Mais le fait est qu'il a profondément transformé le pays et réduit l'emprise de l'extrémisme religieux sur ce pays. La même chose se produit en Iran à cause de la guerre. L'Iran est désormais bien davantage sous le contrôle des gardiens de la révolution en tant qu'institution militaire que sous celui des autorités religieuses. Et vous savez, si Mojtaba Khamenei est effectivement grièvement blessé, comme nous l'imaginons, et qu'il se cache aussi des assassins israéliens, alors cette évolution ne va pas s'interrompre en Iran. L'Iran va continuer à être moins guidé par la religion et davantage par l'intérêt national, tel que le perçoivent l'armée iranienne et les services de renseignement. C'est ce qui se passe partout dans la région. Et si vous ne le reconnaissez pas,
si vous continuez à voir la région à travers le prisme des différences religieuses entre chiites et sunnites, vous allez être fortement induit en erreur. Bien sûr, l'ironie, c'est que le judaïsme est allé en Israël, en Palestine, pour y mourir. Des déclarations comme celles de Ben Gvir ou de certains rabbins. Vous savez, il y avait un rabbin en Israël qui disait que les chrétiens devraient remercier les Juifs d'avoir tué Jésus. C'est nous qui l'avons fait, disait-il. Vous devriez nous remercier. Ce genre de discours est totalement incompatible avec le judaïsme tel qu'il est pratiqué en dehors d'Israël. Le sionisme lui ressemble donc de moins en moins. C'est l'équivalent de Daesh pour l'islam. L'État islamique est la version islamique du sionisme. Et cela est tout simplement totalement inacceptable pour le monde. La question est, quand le monde aura-t-il le courage de faire quelque chose? Et vous savez, si Israël continue de mal se comporter, nous le découvrirons. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Des circonstances tragiques, mais merci pour ce que vous faites. Merci.